Salut, c'est Thomas Rozek. Nos ciné a besoin de votre soutien. C'est les derniers jours de la campagne de crowdfunding de notre réseau de podcast Binge Audio. Ça se passe sur Ulule, ulule.fr/binge-audio. Plein de contreparties super à partir de 5 €. Ça nous permettra de rester longtemps en votre compagnie. Alors on compte sur vous. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui a rempli son carquois de ses plus belles flèches pour s'attaquer à du lourd, du très très lourd. La Grande Muraille de Zhang Yimou avec Matt Damon, le blockbuster sino-américain du moment, premier du genre en tout cas de cette ampleur, dont on va causer avec trois impavides mercenaires de la critique, dont une nouvelle recrue, Léa Baudin. Salut Léa. Salut. Et bienvenue parmi nous. À tes côtés, Alexandre Arvo. Salut Alex. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki. Salut Steph. Salut Thomas. Et je salue également le public réuni ici à l'antenne Paris. C'est Nos Ciné, épisode 66 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. La Grande Muraille donc nous narre les aventures de William Garin, alias Matt Damon, mercenaire et archer virtuose qui se retrouve emprisonné dans la Grande Muraille après être venu s'aventurer dans l'Empire du Milieu pour y chourer un peu de la poudre explosible qu'on y a inventée. Et le voilà embarqué d'un coup d'un seul dans le terrible conflit secret qui oppose l'armée chinoise sur sa muraille à des hordes de monstres. On précise que tout ça se fait sous la caméra de Zhang Yimou, donc poids lourd du cinéma chinois dont la carrière est émaillée de nominations aux Oscars, d'Ours d'Or et d'Argent à Berlin, de Lion d'Or et d'Argent à Venise, de BAFTA, bref, tout sauf un petit joueur. En même temps, vu les sommes engagées, vu qu'on parle de 135 millions de dollars niveau budget, ça n'est pas si étonnant. I was born into battle. I fought for greed and gods. This is the first war I've seen worth fighting for. Au casting, on retrouve également Willem Dafoe, Pedro Pascal qu'on a vu dans Game of Thrones et quelques acteurs chinois quand même. Citons par exemple la très talentueuse Jing Tian qui vraiment moi je trouve s'en sort pas trop mal, et Andy Lau qu'on a vu dans des gazillions de films, notamment dans la trilogie culte Infernal Affairs évidemment. Quel regard on porte sur cette grande muraille autour de la table? Moi j'ai trouvé ça kitscho nanardeux au possible, mais je vais vous laisser en parler. On va commencer avec Léa. Tiens, honneur au nouveau Léa, qu'en as-tu pensé? Alors c'est assez compliqué pour moi de parler de ce film parce que j'ai trouvé ça extrêmement déstabilisant. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé de votre côté parce que j'ai plutôt décidé de prendre le parti pris de le défendre, même si c'est un peu compliqué parce que selon moi c'est quand même assez proche du nanar en effet, mais en même temps il y a quand même des choses du point de vue de la mise en scène qui sont intéressantes, et puis j'ai décidé de me laisser emporter par le film et de faire un peu abstraction des nombreux défauts parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont... En fait, c'est un film tellement hybride que j'étais quand même assez perdue et je suis toujours un peu perdue, donc je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Bon, Stéphane, vas-y. Bah oui, c'est un film hybride parce que c'est un film qui a été pensé pour le marché chinois. Parce qu'il faut, pour remettre un peu de contexte, ce qui est peut-être pas forcément évident quand on va voir le film aujourd'hui, un Matt Damon dans un film chinois, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le marché chinois est devenu tellement énorme que Hollywood va, ça fait maintenant quelques années, les draguer pour pouvoir faire leurs blockbusters et s'assurer à la fois une place en salle là-bas, parce que c'est pas tous les films ne sortent pas en Chine. Il y a des quotas, ouais. Voilà, il y a des quotas et en plus il y a des quotas. Alors il y a des quotas de sortie, puis il y a des quotas aussi de sujets, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques, il y a des trucs qu'il faut pas traiter. Par exemple, l'année dernière, Star Wars épisode 7 a failli ne pas sortir là-bas parce qu'il y a des fantômes, donc ça va pas. Donc ils ont un peu enlevé ça d'épisode 7 pour un noir aussi. Ils ont un peu sur la fiche. Mais le truc c'est que donc du coup là c'est une vraie expérimentation parce que c'est c'est-à-dire c'est une tête d'affiche méga star américaine qui joue un personnage européen. Il a son sidekick qui est un acteur solide qui est connu surtout dans Game of Thrones, donc c'est très bien parce que c'est de la fantasy. Puis t'as le troisième rôle, qui n'est pas le troisième rôle dans le film mais qui est le troisième rôle occidental, qui est Willem Dafoe, qui est le fourbe tel que William Dafoe le joue depuis 30 ans au cinéma, quoi. Donc le truc c'est que là où c'est une expérimentation, c'est que tu sens, moi le problème que j'ai avec le film c'est qu'on sent l'aspect hybride, et moi je dirais même c'est une créature de Frankenstein un peu, parce que en gros
t'as l'impression que les types, t'as l'impression que c'est des Américains qui se demandent, ok, alors qu'est-ce que les Chinois aiment voir ? C'est quoi ces 10 dernières années, c'est quoi les cartons, en Chine ? Et du coup, tu te retrouves avec tout. Alors, t'as des plans du Seigneur des Anneaux, littéralement dedans. T'as des plans d'Avatar, t'as des plans de World War Z, t'as des plans de. Et du coup, c'est n'importe quoi en fait. Il y a tout parce que alors, il faut aussi remettre ça en contexte. La Chine, le public chinois est friand de fantasy. Hein. Il y en a depuis des années. Tsuyark en premier lieu. Bien sûr. Voilà. Et Zhang Yimou, c'est pas à la base un réalisateur de fantasy. Alors, certes, on le connaît pour le grand public, le connaît éventuellement pour Hiro. Le secret des poignards volants, ce genre de choses, mais avant c'était quand même épouse et concubine, donc c'est quand même du bon drame, calibré pour Cannes. Non, moi je trouve ça plutôt pas mal. Il a été en compétition plein de fois. Mais c'est vraiment c'est pas trop son terrain de jeu normalement. Voilà, donc le truc c'est que tu le vois passer de ça à la Grande Muraille, c'est assez chaud quoi. Et du coup voilà, le truc du film, c'est que c'est un film qui ne se serait jamais fait de cette manière-là s'il n'y avait pas eu l'ouverture au marché chinois. Donc du coup, c'est une expérimentation qui est, à mon avis, qui se retourne un peu contre eux, parce que le problème c'est que le film ne rapporte pas autant de thunes que prévu en Chine. Il sort le 17 février, je crois, aux États-Unis. On est les premiers en Europe à l'avoir. Il est sorti en décembre en Chine. Il est sorti en Chine et les résultats sont très bons. Les résultats, ça va. Et le film, il a fait 180 millions, donc c'est pas non plus une catastrophe. Ouais, mais sur 135 millions de budget, ça fait pas une énorme plus-value. C'est surtout qu'en fait. Comme le gouvernement a un peu son mot à dire là-dessus, les mecs espéraient faire des chiffres, chiffres de Warcraft ou de The Mermaid en fait. Donc, et c'est pas le cas. Et moi, j'ai envie de dire par la force des choses, parce que Matt Damon dans un film comme ça, à la base, même si ils essayent de faire en sorte que ce ne soit pas le héros, blanc qui explique aux Chinois comment faire, etc. C'est gênant, c'est quand même un petit peu ça. Il est un peu rentré au chausse-pied aussi, c'est ça le problème, quoi. Mais moi, j'ai plus. Après, le problème que j'ai aussi avec le film, c'est que c'est super mal branlé, en fait. C'est super mal écrit. Il manque des scènes, ça se voit qu'il manque des scènes. Oui. T'as notamment le personnage de Pedro Pascal qui. Disparaît dans le film, et puis tu le retrouves à la fin et tu fais mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, il était parti avec son cheval et il revient. Bon bref, ceux qui ont vu le film comprendront de quoi je veux parler. Et à côté de ça, c'est des interactions entre les personnages qui sont à la limite de la caricature, quoi. On dirait le degré dramatique d'un dessin animé pour enfants de 5 ans, quoi. C'est-à-dire que les mecs ils se trahissent et puis finalement ils se tapent sur l'épaule, c'est pas grave, tu m'as laissé pour mort, mais t'es mon copain, alors que c'est des voleurs et que c'est des types qui n'hésitent pas à tuer. Donc c'est un peu voilà, je sais pas comment le public chinois le prend vraiment. Apparemment les critiques sont pas bonnes là-bas, mais ça ressemble à une espèce de drague éhontée qui fait que je peux comprendre en fait qu'ils se sentent un peu floués, quoi. Alexandre. Alors moi je trouve, pour revenir sur les deux choses qui ont été dites par mes camarades ici, alors pour revenir sur ce que disait Léa, où elle disait qu'elle était un peu dans un entre-deux, pas trop savoir sur quel pied danser, moi ça m'a fait ça clairement à une scène dans le premier quart du film, qui est la scène où il y a la première démonstration, la première bataille, la première démonstration de ce que font chaque corps de cette armée-là, et où il y a la faction féminine qui se déploie pour sauter dans l'air et aller longer la muraille pour aller bouter du monstre. C'est fait avec un mélange de grâce et d'absurde. Enfin, j'ai ri un peu aux éclats dans la salle de cinéma pendant cette scène-là, mais c'était pas un rire genre nanardeux, tu vois, un rire moqueur que tu peux avoir quand tu vois un truc totalement what the fuck et raté, parce que c'est foncièrement, plastiquement, esthétiquement, c'est pas raté. Les effets spéciaux, en partie signés par ILM, sont quand même assez bien torchés, surtout comparé justement à une production 100% locale comme The Mermaid de Stephen Chow, qui est infiniment supérieure sur un point de vue cinématographique, narratif, mais qui avait quand même des plans qu'on aurait dit fait sur une version de Photoshop 95. Et donc là, il y a une grâce et en même temps un côté
ridicule parce que ça se justifie pas forcément trop. Moi, c'est le moment du film où j'ai hésité. Je me dis, est-ce que je vais me foutre de la gueule du film pendant l'heure et demie qui reste à passer, ou est-ce que je vais me laisser prendre? J'ai plutôt eu tendance à me laisser prendre par l'histoire, mais avec, là pour le coup, je reviens à ce que disait Stéphane, ce côté effectivement où les personnages n'ont absolument pas forcément de sens, où un coup on se fait la gueule, un coup on dit qu'on est gentil copain, on se tape sur l'épaule. Et effectivement, il y a ce côté délire de jeu d'enfant dans un bac à sable où on aurait des figurines, et c'est exprès que je dis ça parce que le fait que les militaires, enfin en tout cas les soldats chinois, aient tous leurs costumes différents, de couleurs différentes selon leur appartenance. Alors ça c'est les fantassins, ça c'est les archers, etc. Alors au début de manière très cynique, je pensais qu'ils avaient mis des couleurs différentes pour que les spectateurs occidentaux puissent différencier les asiatiques. Mais à mon avis, je pense qu'il y a sans doute on fait que pour toi. En fait. Il y a sans doute que pour toi, Alexandre. Non, mais moi, T'as 10 minutes pour une blague raciste. C'est vachement bien. Tu t'es retenu. Non, mais je disais pour certains occidentaux. Mais en fait, je pense que c'est la plastique même, la matière même qu'on voit à l'écran et qui rappelle d'autres films avant, parce que c'est Weta Workshop, la boîte de Richard Taylor, le comparse de Peter Jackson en Nouvelle-Zélande, qui a fait les costumes qu'on voit. Et ça évoque évidemment beaucoup de choses qu'on a déjà vues dans les Hobbits et les Seigneurs des Anneaux, les elfes du Seigneur des Anneaux. Et il y a un côté, mais littéralement, quand tu le vois à l'écran, t'as l'impression de voir des figurines. Et le fait que la plupart des acteurs jouent avec une expression en bois rajoute encore plus le côté figé. T'as vraiment l'impression que Zhang Yimou, voilà, il fait mumuse avec ses jouets. Sinon, quoi d'autre sur le film? C'est un film qui a été marqué dès la sortie de son premier trailer par des accusations en whitewashing, donc c'est-à-dire oh mon Dieu, c'est un blanc qui va venir apprendre la vie aux Chinois. Il y a des moments comme ça effectivement un peu gênants dans le film, mais globalement quand même plus de 90% du temps dans le film, que ce soit dans les interactions entre personnages occidentaux, asiatiques, etc. Finalement, c'est les Chinois qui apparaissent comme les sages, comme les savants, ne serait-ce que pour la maîtrise technique de la poudre explosive, etc. Et les deux personnages blancs apparaissent pour des cons, des paillards, un peu des mecs qui sont là juste pour la thune, qui sont pas si futés que ça. À la limite, si on devait faire une accusation un peu d'indignation, ce serait pas du whitewashing, mais c'est du American washing, parce que notre père Matt Damon, plus ricain, tu meurs, est censé faire un anglais. Mais l'accent britannique laisse à désirer. Avec un accent britannique extrêmement chelou. Pedro Pascal de Game of Thrones et Narcos est censé faire visiblement un espagnol, en juger par la scène improbable de Tauromachi contre une bestiole qu'on peut voir sur la Grande Muraille. Le mec vient du Chili. Ils auraient pas pu prendre Javier Bardem et Tom Hiddleston ou Cumberbatch. Le truc aussi, c'est que le film, de toute évidence, maintenant qu'on l'a vu, il s'adresse pas au public américain. Éventuellement, ils sont là pour une porte d'entrée, pour une coprode. Maintenant, je pense qu'ils s'attendent pas à faire des chiffres monumentaux. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire, même en termes d'enjeux, parce que le truc, c'est qu'ils se battent contre des créatures, les Taoté, je crois, c'est ça, voilà, qui ont une espèce de fonctionnement de horde et qui fonctionnent avec des ultrasons. Et le truc, c'est qu'il est dit, alors ils sont à 100 lieues de la ville, mais alors s'ils dépassent la ville, ils vont conquérir le monde. Le monde. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est une phrase qui a été rajoutée pour que les ricains en aient quelque chose à foutre, quoi. Parce que c'est pas possible, en fait. Le public américain va se dire, bon, j'ai pas envie moi, je m'en fous, ce qui se passe en Chine, tu vois, bref. Donc, façon de parler, mais t'as l'impression. Le problème, c'est que c'est un truc qui est hyper calibré. Tu parlais de The Mermaid et de la façon dont les effets spéciaux étaient faits. Moi, je vais mettre une distinction là-dessus. Il n'y a pas un plan dans La Grande Muraille qui m'est épaté, en fait. En fait, ils sont peut-être finis, les plans, mais ils sont, je veux dire, tu les as vus, on parlait des deux, on parlait de Weta, on parlait des elfes, mais t'as carrément des scènes, des moments entiers repompés aux deux tours, quoi. Des trucs comme ça. Donc le truc, c'est que c'est extrêmement calibré. Ça te fait peut-être une chouette bande-annonce ou je sais pas quoi, mais voilà, c'est à la différence de Stephen Chow, qui pour le coup est un vrai inventeur de forme, c'est-à-dire que même s'il se rate et il s'est toujours raté plus ou moins dans les effets spéciaux, t'as plein de plans problématiques dans Shaolin Soccer ou dans Kung Fu au sol, c'est des plans que t'avais jamais vus nulle part ailleurs. Par contre, même s'il avait des sources d'inspiration, évidemment de la même manière, tu sentais qu'il avait vu Matrix, tu sentais qu'il avait vu certains trucs. Il a essayé de créer de prendre ces trucs-là et de les pousser jusqu'au bout. T'as ça dans The Mermaid aussi, je trouve. Là, c'est vraiment tout le problème du film, c'est qu'en gros, je pense que même pour les Chinois, en fait, je pense que le public chinois, ça va se dire, mais ouais, je l'ai déjà vu ce film quelque part, même si, ça se passe. Moi, ce qui m'a intéressé, notamment dans la mise en scène, c'est la manière dont sont filmées les entrailles de la muraille, en fait. Je trouvais qu'il y avait quand même alors, les mouvements de caméra sont assez impressionnants.
parfois on a un peu, enfin, disons qu'il y a une sensation de vertige en fait qui se dégage. Enfin, moi, j'ai le vertige, donc forcément, je pense que ça m'a parlé. Tu l'as vu en 3D ou en non, 2D? Je l'ai vu en 2D. Et en fait, j'ai eu cette sensation de vertige pendant tout le film. Et je me suis retrouvée presque mal à l'aise. Enfin, je me suis dit, déjà, qu'est-ce que c'est que cet objet que je suis en train de regarder ? Et en fait, la manière dont vraiment étaient présentées les entrailles de la muraille, je trouvais que c'était quand même assez percutant. Et je pense que c'est presque la qualité principale du film, selon moi. C'est vraiment la manière dont Zhang Yimou a choisi de représenter cette muraille, qui est finalement un personnage à part entière du film. C'est même, je lisais des trucs professionnels sur la façon dont le film avait été vendu, le marketing, etc. Et au-delà d'avoir des stars chinoises, des stars hollywoodiennes, c'est aussi la Grande Muraille. C'est pas pour rien que c'est le nom du film et que c'est sur l'affiche, etc. C'est en termes de propriété intellectuelle, voilà, c'est un des monuments les plus connus au monde. Et du coup, voilà, ils ont exploité ça parce que n'importe quel, même ricain teubé du fin fond du Minnesota a vu ça en cours d'histoire. Donc c'est pas une adaptation de comics book, de jeux vidéo. C'est voilà, la Grande Muraille, c'est le truc que tu connais, donc il va falloir l'explorer. Et je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi, la Grande Muraille, j'ai jamais eu la chance d'aller en Chine, donc je ne connais pas personnellement. Mais on a toujours des visions extérieures du bâtiment, et je sais même pas à quoi ressemble l'intérieur. Ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on... Probablement d'ailleurs. Il n'y a pas de monstre autour de la Grande Muraille. Vous êtes sûr? Ouais, je suis sûr. Il n'y a pas William Dafoe qui erre comme ça? Moi, clairement, c'est pas les monstres qui m'ont terrifié, parce que j'ai trouvé quand même globalement assez laid, comme les trois quarts des effets du film, mais vraiment la muraille, c'est un truc qui m'a complètement terrorisée pendant tout le film, quoi. Ça n'a pas terrorisé Stéphane. C'est pas supposé être un... Stéphane n'a pas eu peur. Je pense qu'elle fait référence aussi à certains plans. Il y a les trucs où ils lui apprennent à faire le saut, là où il y a des vues en plongée et en grand angle, donc forcément, oui, c'est... Mais même moi, je l'ai pas vu en 3D non plus. Ces plans où on voit tous les soldats à l'intérieur s'activer pour faire fonctionner préparer les boules de feu, ce genre de trucs là, il y a quand même pas mal de mouvements de caméra qui sont toujours très ascensionnels dans les mouvements, et du coup, il y a vraiment, enfin, moi, le mot que je retiendrai, c'est vraiment vertige. C'est-à-dire que ces scènes-là, elles évoquent pour moi les films, les scènes de swashbuckler, les films de pirates où on voit les gars qui savent faire dans la soute pour charger le canon, etc. Sauf qu'en général, par définition, sur un bateau, t'as pas non plus 3000 niveaux différents dans la soute. Donc en général, tu vois un truc et gauche, droite, tu fais les panneaux, machin, etc. Et là, comme c'est en hauteur, t'as notamment un des premiers plans qui explore les entrailles de la muraille, qui est une montée en faux plan séquence avec des coupes, une montée comme ça de la caméra où tu vois les différents niveaux de préparation, avec le gars qui fait d'un côté ses boules de feu, d'un côté ses flèches, des trucs comme ça. Et là, c'est vrai que ça donne une ampleur qui évoque des choses qu'on a déjà vues au cinéma avant dans les films de pirates, mais qu'on n'a pas vu sur ce niveau-là au sens propre du terme, quoi. Ouais. C'est beau, ouais. Et puis il y a aussi la scène finale où vous donnez du mal pour défendre ce film, je trouve quand même. C'est un film bourré de Chinois orgueilleux et de Montgolfières. Moi, je trouve que c'est un film qui gagne quand même à être vu, parce que c'est un ovni. Enfin, c'est un truc. Enfin, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à rien, en fait. J'avais même pas regardé la bande-annonce, et du coup, je m'étais dit, Zhang Yimou, ça va être une espèce de fresque historique. En fait, pas du tout, c'est complètement fantasy. Toi, t'es vraiment rentré, tu t'es dit ça va être un croisement entre épouse et concubine. Là, rien à voir du tout. C'est pas la même mais chose. c'est vrai que c'est dommage, parce qu'on est quelque part à mi-chemin entre Le Seigneur des Anneaux, Tigre et Dragon, et en fait, c'est vrai qu'on a envie de lui dire, mais choisis ton camp, prends une décision. De toute façon, ce problème de cohérence générale, c'est assez bizarre, parce que je pense que c'est un bon choix stratégique d'aller chercher Zhang Yimou pour faire ce film-là pour le marché étranger, parce que ça donne un cachet prestigieux que Tsuyark n'a pas forcément. Non. Et étrangement, parce qu'un réalisateur comme Tsuyark, moi personnellement j'adore Tsuyark, mais je pense qu'il s'exporte pas très bien, parce que pour le coup, lui, il fait des vrais films foutraques et extrêmement ambitieux. Et très très asiatique pour le coup, pas forcément hyper exportable toujours. Ça dépend, ça dépend des paroles. Non mais je parle pas de double team évidemment, imbécile. Non mais moi je parle. Non mais justement les Once Upon a Time in China, pour moi ça passe très bien. Enfin je veux dire, sauf si t'as pas envie de voir des Chinois qui se tapent dessus, mais je veux dire. C'est mon droit. Non mais voilà. Donc le truc c'est que moi je pense que c'est assez, ça fonctionne, c'est assez universel. Je trouve ça même dommage justement de les cantonner à des sorties techniques ou des trucs comme ça, quoi. Mais le vrai problème c'est que
Enfin, le vrai paradoxe, c'est qu'un mec comme Tsuyark, je pense, aurait apporté beaucoup plus. Ça aurait pu être un film footrack de la même manière, mais ça aurait été un film footrack beaucoup plus cohérent et beaucoup plus organique en fait que ça, où tu as vraiment l'impression qu'en fait, c'est alors quelle part de marché on a là. Là, on a la part de marché Game of Thrones. Là, on a la part de marché Jason Bourne. Là, on a la part le marché, Avatar, machin. Donc le truc, c'est que parce que les bestioles, c'est Avatar. Hein, donc le truc, c'est que du coup, en résulte un film bordélique, un film bizarre, éventuellement, si on veut, mais surtout, moi, je trouve un film cynique, quoi. C'est un film assez déplaisant à regarder parce que t'as l'impression que toutes les personnes qui sont impliquées, de Zhang Yimou à Matt Damon, en fait, sont là pour draguer le public de manière assez hontée, quoi. Alors le public chinois, le public américain, je crois qu'au final il perd tout le monde en fait. Oui, c'est le problème, moi je pense. Enfin bon, ceci dit, restera une bonne affaire dans l'absolu. Ils s'en sortiront. Voilà. On va pas les plaindre non plus. Pour terminer, on va prendre quelques instants, les amis, pour les recommandations d'usage. Si possible, on reste dans le cinéma asiatique, mais c'est quand même pas obligé. Tiens, Stéphane, pour commencer. Bah ouais, comme j'ai parlé de Tsuyark, on va rester sur Tsuyark. Je vais conseiller le film de fantasy de Tsuyark. Enfin, il y en a quelques-uns. Voilà, mais je vais dire Zoo. Donc voilà, que je pense, je sais pas si on peut trouver en DVD, je pense, mais je crois, mais peut-être pas en Blu-ray encore. Ça, c'est le problème aussi avec les films chinois de cette époque-là, c'est que à Hong Kong, notamment, en fait, ils ne stockent pas leurs péloches, ils s'en foutent complètement. À la limite, ça se trouve, ils ont brûlé, c'est perdu à jamais, quoi. Donc, du coup, pour trouver une copie correcte aux normes actuelles, c'est un peu compliqué, quoi. Mais je pense qu'il y avait un très beau... Le DVD, il me semble, en tout cas, à l'époque de chez HK, était assez beau, quoi. Et moi, je trouve que pour ceux qui connaissent pas le cinéma de Tsuyark, c'est une très bonne entrée en matière en termes de fantasy, quoi. Mais il y a d'autres trucs. Il a fait des trucs complètement tarés comme Butterfly Murders, We Are Going to Eat You, cette histoire de cannibale. Enfin, c'est des trucs, voilà. Et il y a infiniment plus de comment dire. De fantaisie, de cinéma, poésie, de cinéma pur dans tout ça que dans le moindre plan de cette grande muraille. Voilà. Alexandre. Alors moi je vous conseille les 3 heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. C'était Zhang Yimou qui les avait mis en scène. Non, c'est pas vrai. Mais cela dit, il y a des rappels de cette chose-là. Ça avait été la cérémonie la plus coûteuse de l'histoire des Jeux Olympiques. Et peut-être aussi l'une des plus vues, je crois, en termes d'audience. Mais il y a toutes les scènes, il y a des plans quand même assez dingues où il y a des joueurs de percussion qui tapent avec des nunchakus dans la Grande Muraille. Un sacré délire. Alors moi ce que je vais faire, c'est... je vais pas faire une recommandation de film, mais plutôt de série. Et c'est très tiré par les cheveux... mais je m'en excuse. C'est la série qui s'appelle. Mais je vous ai habitué à ça. Hein. C'est une série comique américaine. C'est une série comique américaine qui s'appelle Fresh Off the Boat. Le titre français, c'est Bienvenue chez les Wong. Ça doit être. Ça a été. Les droits de diffusion ont été achetés en France par Sister, mais bon, moi c'est un cousin américain qui me les a donnés par internet. C'est une série ABC et en fait, c'est adapté d'un bouquin autobiographique d'un certain Eddie Wong. Et en gros, c'est pour le qualifier, ça se passe dans les années 90. En 95 en Floride à Miami, et c'est une famille d'origine chinoise qui déménage de Washington à Miami. Il y a 3 frères, la grand-mère, les parents. Pour le faire en un mot, c'est Malcolm in the Middle, enfin Malcolm en version famille chinoise. C'est hilarant, et si j'en parle, c'est pas parce que juste les acteurs sont d'origine chinoise, c'est que l'actrice principale qui est assez extraordinaire, qui s'appelle Constance Wu, c'était l'actrice qui avait un petit peu souffler sur les braises à l'origine de la polémique quand le premier trailer de La Grande Muraille est sorti sur l'accusation on n'a pas besoin de héros comme Matt Damon en Chine, on a nos propres héros, etc. Elle a une indignation qui est parfois justifiée, parfois un peu tirée par les cheveux là-dessus. Une fois qu'on a vu le film au final, on se dit que c'était pas forcément elle l'avait pas vu, hein. Et puis surtout elle l'avait pas vu, elle avait juste vu le trailer, mais je peux comprendre tout à fait la colère qu'elle avait pu ressentir à l'époque. C'est une actrice qui est vraiment formidable, hilarante, et la série en elle-même vaut vraiment le coup. Donc soit vous attendez la diffusion sur Sister sous le titre Bienvenue chez les Wong, soit vous allez trouver ça Fresh Off the Boat. Le cousin d'Alexandre. Léa. Alors moi, je sais pas exactement pourquoi je suis en train d'y réfléchir en ce moment, mais ça m'a donné vraiment hyper envie de revoir Tigre et Dragon d'Ang Lee, parce que je crois qu'en fait, tout ce que Tigre et Dragon a et que n'a pas La Grande Muraille, c'est aller au fond des choses et proposer des choses entières, et notamment donc l'histoire d'amour en Tigre et Dragon est juste magnifique, et alors là, on a une espèce de semblant d'histoire d'amour ça va jamais au bout, et je crois qu'en y repensant, c'est la séquence dont tu parlais tout à l'heure,
avec les femmes qui plongent avec leurs lances le long de la muraille pour aller dézinguer les monstres, ça m'a fait penser à tous ces plans incroyables de tigres et dragons où ils volent. Enfin, c'est merveilleux et c'est poétique. Et voilà, encore un peu plus de poésie. T'as essayé de mater le 2 qui est sorti directement sur Netflix? Non. Moi non plus. Bon, Et je ne le ferai pas. C'est un exercice à tenter, peut-être. Pourquoi pas? Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique. Merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Et puisqu'on en parle, sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure. Ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.fr/binge-audio. On a besoin de votre soutien et rapidement puisque ça s'arrête le 20 janvier. C'est la dernière ligne droite pour nous aider. Il y a plein de super goodies en plus, donc c'est tout bénef. N'hésitez pas non plus à laisser une bonne note à ce merveilleux podcast sur iTunes. Ça nous fera très plaisir. En attendant tout ça, on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.